Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Repérer et sélectionner des start-up ivoiriennes au fort potentiel sous-exploitées, c'est la mission que s'est donnée le gouvernement ivoirien à travers PEPIT. Le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises a été lancé par le Premier ministre Patrick Kachis. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui vont à l'étranger pour poursuivre leurs études. Ils espèrent une insertion professionnelle rapide, mais à leur retour, ils sont confrontés à de nombreux défis. Vous le verrez. La CEDEAO a discuté avec le nouvel homme fort du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré a échangé avec une délégation de l'organisation qui a insisté sur le respect du processus de transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. C'est une avancée majeure dans la mise en œuvre de la vision 2030. PEPIT, le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, a été lancé par le Premier ministre Patrick Kachis ce mardi. Ce programme qui vient d'être lancé par le Premier ministre Patrick Kachis s'inscrit dans le cadre de la vision 2030. Il met un accent sur l'éclosion des champions nationaux dans l'économie ivoirienne. Construire les futures locomotives économiques de la Côte d'Ivoire à partir de PME et PMI à haut potentiel, voilà l'ambition du programme PEPIT. PEPIT est un programme d'excellence basé, et je tiens particulièrement à le souligner, sur un processus de sélection compétitif, transparent et traçable qui permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants. L'initiative est saluée par les fêtières et autres organisations patronales. Ce programme PEPIT est quelque chose que nous attendions, en tout cas nous, en tant que petites et moyennes entreprises. La PME représente à peu près 98% du tissu économique, mais ne participe que seulement à 20% de la richesse nationale, ce qui n'est pas concevable. PEPIT, aux côtés donc de nos différentes entreprises, là, permettra justement à nos entreprises de pouvoir se porter mieux et de pouvoir participer beaucoup plus à la création donc, de nos champions nationaux et donc bien sûr donc, de créer de la richesse pour notre pays. Bien souvent, les petites et moyennes entreprises, on leur demande de déposer des dossiers dans les banques et quand ils déposent des dossiers, il n'y a plus de suivi. Je crains que nous tombons dans cette difficulté. Je pense que c'est une excellente idée, mais il faut aller plus en profondeur pour que nous puissions avoir des vrais champions. Et quel est le budget alloué? Combien ça va coûter à l'État? Tout ça, il faut en parler. La première étape passe par une inscription à travers le portail www.pepit2030.gouv.si dédié au programme. L'objectif global est d'enrôler dans ce programme d'accompagnement 1500 entreprises sur 10 ans, soit en moyenne 150 entreprises par an. Le renouvellement des instances de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire s'annonce mouvementé. Le président de la Confédération des PME permis a récusé lors d'une conférence de presse la base de données des artisans qui constituent le corps électoral. Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. Le processus de renouvellement des organes de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire est lancé pour la mandature 2023-2028. Les membres du comité électoral informent les préfets et sensibilisent les artisans. Cependant, la base de données des artisans potentiels électeurs ne fait pas l'unanimité. Le président de la Confédération des PME et PMI dénonce des irrégularités. Il récuse aussi des membres du comité électoral. On ne veut plus avoir les représentants actuels de la Chambre nationale de métiers dans la commission électorale indépendante à cause de la tricherie. Voyez-vous qu'il y a des preuves, quand je parle de tricherie, le ministre n'a pas eu la chance, c'est-à-dire n'a pas prêté attention. Voilà que des gens dans toutes les régions où ils ont enregistré, ils ont pris des gens qui sont nés en 2016 et en même temps ils ont créé leur entreprise en 2017. Ce qui est très grave. Vous voyez, si c'était dans une seule région, ça c'est autre chose, mais c'est dans toutes les régions. À Bokanda, d'ailleurs même, il y a un qui est né en 2019 et elle a créé son entreprise le même jour, 2019. Et voilà, c'est ce répertoire, ce gros livre qu'on prend aujourd'hui pour dire qu'on a fait, il y a un répertoire, qu'il y a des gens qu'on a déjà enregistrés
alors qu'ils ont le registre des métiers de Côte d'Ivoire. Donc c'est cette pièce qu'il faut réclamer aux gens. Le processus s'achèvera en janvier 2023 avec l'élection du président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Mais avant, il sera procédé aux élections des présidents d'organisations professionnelles départementales, ensuite des présidents des comités interprofessionnels départementaux et enfin des présidents des chambres régionales de métiers. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui poursuivent leurs études à l'étranger. C'est parfois un rêve qui se réalise. Par contre, à leur retour, le rêve de trouver un emploi rapidement peine parfois à se réaliser. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé nous plongent au cœur des défis de leur insertion professionnelle. Joël Nyayoro est un jeune diplômé de la diaspora installé dans la commune de Yopougon. Après ses études secondaires à Abidjan, il s'est envolé pour la Tunisie, d'où il est revenu depuis 5 ans avec un diplôme de technicien supérieur en sécurité informatique. Mais depuis son retour, il a du mal à trouver chaussures à ses pieds en termes d'emploi. Pour pouvoir trouver rapidement un emploi, j'ai voulu faire cette formation-là, donc raison pour laquelle je suis parti en Tunisie. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le plus gros challenge, c'était d'avoir des décrocheurs d'emploi. Donc il fallait postuler, et j'ai postulé, et jusqu'à là, je n'ai pas eu de réponse concluante. Je suis obligé de faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. Comme Joël, de nombreux jeunes Ivoiriens formés à l'étranger reviennent buter sur des difficultés locales d'insertion professionnelle. Steve Essis, diplômé à l'international, a vu plusieurs de ses amis déchanter après leur formation à l'extérieur. Lorsqu'on revient des différents pays qu'on avait fait, on voulait vraiment avoir un stage pour avoir notre première expérience dans une entreprise ivoirienne, tout ça. Mais vraiment, ça a été difficile. C'est en cela que j'ai eu cette idée de pouvoir mettre sur pied avec mes amis une table où à cette table-là, on allait appeler tous les différents décideurs, tous les différents acteurs par rapport à la problématique de l'insertion des jeunes à venir nous écouter, écouter nos réalités et aussi partager ensemble pour s'accorder sur les pistes de solutions par rapport à l'insertion des diplômés en général et ceux de la diaspora en particulier. Mais pour lui et bien d'autres jeunes, par contre, faire des études à l'international a été un vrai plus qui a facilité leur insertion professionnelle. Toutefois, pour se donner des chances d'être rapidement intégré professionnellement après ses études à l'étranger, il faut préparer son retour. Mon retour, je dirais, était beaucoup plus serein par rapport à mon entrée dans la vie professionnelle juste à la fin de mon diplôme d'ingénieur. J'ai utilisé une technique, je dirais, un peu différente de celui qui viendrait chercher sur place. Donc j'ai cherché, trouvé dans une entreprise internationale avant de venir dans sa filiale en Côte d'Ivoire. Tout retour au pays, ça se prépare. Lorsqu'on vient en vacances, il faut garder le contact avec le monde professionnel, les entreprises où tu es déjà passé, où tu as fait un stage ou bien un petit job de vacances. Il faut garder le contact et entretenir vraiment son réseau professionnel. Cette réussite dépend également de la qualité de la formation reçue, mais aussi du standing de l'établissement fréquenté. Et pour les étudiants désireux de faire des études supérieures en France, la structure Campus France les conseille et les oriente notamment à travers des événements tels que le Salon de l'enseignement supérieur français, dont l'édition 2022 a lieu du 13 au 15 octobre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce salon va regrouper une trentaine d'établissements qui viennent de France, d'établissements d'enseignement supérieur. L'objectif, c'est de mettre en contact le public ivoirien avec les formations françaises. Notre objectif, c'est bien de créer des compétences pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, je voudrais qu'en 2022, nous puissions redynamiser la plateforme France Alumni, qui a pour objet justement de constituer un réseau et de donner à cette plateforme la capacité d'offrir une aide à l'offre d'emploi. Faire des études à l'extérieur n'est donc pas une panacée pour l'insertion professionnelle. Toutefois, cela peut constituer une plus-value pour l'insertion des jeunes diplômés. Pour cela, il faut non seulement s'assurer de la qualité des établissements fréquentés et de la formation reçue, mais aussi bien préparer son retour, gardant le contact pour éviter toute forme de désillusion. La GEST aussi a décidé de renouveler sa confiance à la Fédération ivoirienne de football sur la période 2022-2025. Le contrat de partenariat a été signé ce mardi par les responsables des deux structures. La GEST aussi, Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, entreprise à capitaux publics, et la FIF, Fédération ivoirienne de football, ont renouvelé leur partenariat sur la période 2022-2025
au cours d'une cérémonie dans la zone portuaire de Vridi-Port-Boué. Une nouvelle convention de partenariat signée par les deux patrons de ces entités sous le signe de l'excellence et du développement. Et vous savez, quand quelque chose vous apporte souvent le bonheur, c'est très important. Quand vous voyez la masse qui est derrière le football, la jeunesse, aujourd'hui le football féminin, partout, il est important de faire de telle sorte que cela soit soutenu pour que chacun, la jeunesse, puisse être pris et occupé par ce phénomène du sport qui apporte au sommet. Beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. La Geste aussi, pour nous, est un partenaire stratégique. Et on a la chance d'avoir donc à la tête de cette entité un directeur général qui a la vision, qui est conscient et qui aide les jeunes. Ce partenariat nous emmène à renforcer nos liens et surtout à voir ensemble loin. Et c'est pour ça que nous sommes là et nous sommes convaincus que les choses vont se passer comme elles devraient se passer, c'est-à-dire à merveille. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va accueillir en 2024, en passant par les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024 et du Mondial 2026, seront des grands rendez-vous, entre autres, que ce nouveau partenariat prend en compte. Le premier partenariat entre les deux structures a été signé en 2006. L'Association des clubs de football a procédé ce mercredi au lancement officiel de ses activités. C'était au cours d'une conférence de presse. Ces échanges avec les hommes de médias ont permis de lever un coin de voile sur les objectifs de cette organisation. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. L'Association des clubs de football de Côte d'Ivoire, en abrégé AFC-CI, s'est assigné comme mission, entre autres, d'aider les clubs à améliorer leur gestion afin de les rendre plus rentables, les aider à trouver des sponsors, mais aussi les rapprocher des instances susceptibles de leur apporter un appui substantiel. Tout ceci dans le but de contribuer au développement du football ivoirien. Plusieurs actions sont prévues sur l'agenda des responsables de l'AFC-CI pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est la réalité de nos clubs au quotidien qui nous a emmenés à créer une association. L'action concrète, ce serait déjà que l'association puisse se rapprocher des investisseurs potentiels qu'on a retenus. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir maintenir au maximum nos talents sur le territoire ivoirien, promouvoir le football ivoirien, créer de l'engouement autour de nos clubs. L'association des clubs de football est ouverte à tous les clubs de football de Côte d'Ivoire, sans distinction de niveau ni de catégorie. Elle démarre ses activités avec 30 clubs membres. Les responsables de ces clubs voient en cette organisation une aubaine pour obtenir de meilleurs résultats. Lors de la création, les objectifs qu'on a indiqués sont des objectifs qui nous allaient bien. Et c'est pour cela que nous avons adhéré à cette association-là, parce que les perspectives nous paraissaient vraiment viables. Quand vous entendez l'association, ça veut dire que c'est un groupe pour s'unir. Donc quand c'est noble, on y adhère pour pouvoir fédérer nos différentes expériences. Puisqu'il y a longtemps que nous sommes dans ce milieu et faire en sorte que tous les clubs puissent échanger, vivre la passion de notre football. L'Assemblée générale constitutive de l'AFC-CI a eu lieu le 27 août dernier à Grand-Bassam. Une assemblée générale qui a également permis de porter Issouf Bamba à la tête de la structure pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, a échangé ce mercredi avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine en visite en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de l'Union européenne nouvellement accrédité dans notre pays. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération. Pierre Dipomela. Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Dmytro Kuleba, reçu par le vice-président Temoko Melie-Kone, était porteur d'un message du président Volodymyr Zelensky au président Alassane Ouattara. Une rencontre marquée par plusieurs échanges de présents. Le ministre ukrainien a salué les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, tout en soulignant la nécessité de les renforcer dans les domaines de l'éducation et de la sécurité. Ça a été pour moi une occasion de remettre à son Excellence une lettre de la part du président de la République d'Ukraine qui sera bien entendu remise à son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer ici la bonne relation qui existe entre nos deux pays et j'ai été ravi d'échanger avec le vice-président sur la question d'arranger entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine un projet de voyage et de visite dans le
cadre de renforcement de nos relations qui, bien entendu, seront portées sur l'éducation, sur la sécurité et bien d'autres secteurs qui seront approfondis le long de nos relations bilatérales. Avant lui, le vice-président de la République Thiemokome Liekone a reçu dans la même matinée Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. L'Union européenne, dans son nouveau cadre, disons, de planification pour les prochaines années, prévoit d'appuyer et le capital humain, donc tout ce qui est évidemment formation professionnelle. Et ça, c'est pour vraiment donner des perspectives aux jeunes, pour qu'ils puissent avoir des emplois et des emplois décents. Tout ce qui est aussi développement durable, et là, le secteur agricole, notamment le cacao durable, est un secteur clé du partenariat Union européenne et Côte d'Ivoire. Et puis, tout ce qui est gouvernance, paix et stabilité, y inclut des appuis au secteur de la sécurité. Francesca Di Mauro est l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire depuis septembre 2022. Elle occupait précédemment la fonction de chef d'unité Afrique de l'Ouest et directrice adjointe Afrique à la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne. À l'étranger, une mission d'information de la CEDEAO s'est entretenue ce mardi 4 octobre à Ouagadougou. Elle a rencontré les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré la médiation afin d'éviter un affrontement entre les militaires. Elle s'est aussi entretenue avec le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du pays, sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Pierre Dipomela. Des manifestants s'étaient rassemblés pour protester contre la présence d'une mission de la CEDEAO à Ouagadougou. Mais la rencontre de la délégation de l'institution régionale, conduite par l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, avec les nouvelles autorités burkinabées, a eu lieu. Les chefs traditionnels et religieux qui jouent un rôle de pacificateurs ont également été approchés par la mission de la CEDEAO. Le chef de la délégation décrit le contexte. Le Burkina était dans une situation difficile. Le pays était, je dirais, au bord du gouffre. Et le moindre dérapage l'y aurait précipité. En effet, les risques d'affrontement au sein de l'armée était très élevé. Si ces affrontements avaient eu lieu, l'armée se serait brisée et l'État se serait effondré. Nous allons rendre compte de notre mission au président en exercice de la CEDEAO et au chef d'État, mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. La CEDEAO est régulièrement accusée de défendre systématiquement les dirigeants en place sans tenir compte des aspirations populaires et certains de ces dirigeants d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française. Après s'être dans un premier temps opposé à sa destitution, le lieutenant-colonel Damiba a fini par accepter de démissionner dimanche, avant de s'exiler à Lomé, la capitale togolaise. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.